Il est fort possible que les premiers hommes se soient rendus compte qu'il y avait dans la nature des empreintes, leurs pas déjà. Bon. Ils se sont vus qu'en utilisant par exemple, c'est une supposition, des écorces de fruits, ils ont imprimé dans l'argile ces reliefs, des feuilles, etc. Et ils ont dû être, je pense, très admiratifs de la possibilité qu'offrait cette terre pour reproduire des éléments naturels. Nous, on travaille sur les matériaux, on va les transformer, on les métamorphose, notamment par l'intermédiaire des hautes températures, c'est-à-dire finalement de l'art du feu, art du feu qui vous est tout à fait bien connu et sur lequel vous travaillez pour transformer cet objet qui est à l'origine de la terre en quelque chose qui deviendra finalement une céramique, c'est-à-dire un matériau fabriqué par l'homme. Voilà. Qui est pour l'artiste une céramique et qui est une céramique pour le scientifique. Les points de vue finalement sont très variés parce que la céramique est présente dans notre monde, à la fois en termes d'objets pratiques, en termes d'œuvres d'art, mais également en termes de matériaux technologiques. On a une vision qui est très complémentaire, celle de l'artiste qui va sentir la matière et celle de l'ingénieur qui va élaborer, transformer, ou celle du scientifique qui va étudier cette matière. Le CEMTI est un laboratoire de recherche qui travaille dans le domaine des matériaux en conditions extrêmes, à savoir les très hautes températures et le domaine de l'irradiation. Mon équipe est plus particulièrement spécialisée dans le domaine des matériaux céramiques réfractaires. Elle est constituée d'environ une dizaine de personnes, 3 permanents, un ingénieur, un technicien, et puis également des doctorants et des post-doctorants. Les doctorants sont tout à fait indispensables pour notre recherche. En effet, en se focalisant sur leur propre activité, ils font très fortement avancer la recherche. Nos activités de recherche répondent à 3 demandes clés. En premier lieu, les nouvelles énergies, mais également le développement durable et l'environnement, et dans le domaine des industries plus classiques, traditionnelles, celles qu'on appelle les industries des hautes températures. Mon travail dans l'équipe de Jacques Poirier au CEMTI, il peut être à différents niveaux. Un premier niveau qui va être les matières premières. Donc, par exemple, ici, on a une matière première sortie direct de mine. On va les traiter et avoir différentes tailles de grains. À partir de ces matières premières, on va pouvoir les mélanger avec d'autres matières premières, les mettre en forme pour obtenir après un produit que l'on fera cuire pour avoir un produit final, par exemple ici une brique réfractaire. Les matériaux réfractaires sont des céramiques utilisées dans le domaine des hautes et très hautes températures, typiquement entre 1000 et 2500 degrés. Ils sont utilisés dans beaucoup de domaines. D'une part, le domaine de l'énergie et d'autre part, dans le domaine de l'élaboration des matériaux, c'est-à-dire finalement dans le domaine des hautes températures ou de l'industrie du feu. De la matière première jusqu'au produit fini, il y a de nombreuses étapes et de nombreuses transformations physico-chimiques au sein du matériau. Et ce qui est important, c'est de bien comprendre ce qui se passe à l'échelle microscopique, parce que toutes ces réactions vont ensuite conditionner les propriétés de notre produit final. Donc, ce qu'on voit ici, c'est toute une zone où il y a eu des réactions. Et on voit bien qu'il y a plusieurs phases. Donc tout ce qui est en noir, c'est des trous. Donc c'est de la porosité, c'est des fissures, donc c'est ce qui est en creux. Et on voit qu'on a un gris ici qui est une phase, et on a une phase blanche ici qu'on retrouve à plusieurs endroits, alors qu'ils ont des formes un peu particulières, en forme de petites baguettes. Donc c'est des cristaux qui se sont probablement formés au refroidissement. Alors si on prend un matériau simple de tous les jours, le sucre en pierre, quand on le casse ou qu'on tape dessus, c'est vraiment de la sollicitation mécanique pure. Donc là, on peut s'intéresser à modéliser le comportement de ce matériau. Comment il va réagir si je lui tape dessus? C'est la mécanique des matériaux classiques. Maintenant, ce sucre, si je le mets juste au-dessus d'une poire d'olivet, le liquide va monter. On va avoir un phénomène d'imprégnation.
Donc là, on a un premier type d'interaction. Et puis, cette poire d'olivet, elle va dissoudre un peu les liaisons qu'il y a entre les grains de sucre, et le sucre va tomber. Donc là, on a un aspect physico-chimique d'interaction entre notre sucre et notre poire. Il est évident que ça va aussi modifier le comportement mécanique de notre sucre. Et donc, on a besoin de comprendre comment se fait cette interaction physico-chimique pour pouvoir l'intégrer dans le modèle de comportement mécanique. Si après, on prend le sucre et qu'on le monte en température, on peut le transformer en caramel. C'est-à-dire que les grains se mettent à fondre, il y a un nouveau type de liaison qui se forme, et forcément le comportement du caramel, ce n'est pas le comportement du sucre. Pourtant la composition, c'est du sucre. Donc le lien entre le SMPTE et moi, c'est un peu le lien qu'il y a entre le sucre et le caramel. Hein. C'est comment la physico-chimie, avec la température, va faire évoluer le comportement du matériau que nous, on modélise. Je travaille au sein de laboratoire en collaboration avec Éric Blanc du laboratoire Prisme. Tous les deux, nous travaillons donc sur le couplage entre la thermochimie et la thermomécanique. Et actuellement, je travaille davantage sur ce qu'on va appeler l'imprégnation réactive, c'est-à-dire sur le phénomène qu'un liquide corrosif va imprégner le matériau au sein de sa porosité. Et à ce niveau-là, le problème actuel le plus important, il semble que ce soit l'aspect cinétique des choses, c'est-à-dire à quelle vitesse les réactions vont se produire et aussi à quelle vitesse le liquide va imprégner le matériau, puisque c'est une véritable compétition qu'il y a entre les deux, sachant qu'ils s'influencent mutuellement. L'aspect cinétique intervient dans une problématique industrielle parce qu'à cette échelle-là, en fait, il est toujours difficile d'avoir in situ les informations dont on a besoin pour mettre en place un modèle, c'est-à-dire quelque chose qui décrit tous les phénomènes physico-chimiques qui interviennent dans la corrosion. Les industriels, leur objectif, c'est de mettre en place un procédé, d'accéder aux paramètres nécessaires pour optimiser ce procédé, mais pas forcément d'accéder à des informations dont nous aurons besoin pour le modèle. Parmi nos nombreux projets d'activité de recherche, j'en citerai deux. Le premier concerne finalement les nouvelles énergies. Il s'agit du projet Turboplasma qui permet de transformer la biomasse en électricité ou en chaleur. Notre activité concerne la conception donc, de l'installation et notamment de son revêtement réfractaire. Le deuxième sujet a trait à l'environnement. Il s'agit notamment d'une activité sidérurgique dans laquelle on va utiliser un coproduit, le laitier, pour le transformer en nouvelle matière première. Il s'agit du projet Lactaire. Europlasma est une entreprise qui a plusieurs volets et qui s'appuie sur essentiellement deux techniques, donc la torche à plasma et sur les procédés associant cette torche à plasma en termes d'utilisation. Europlasma s'est développé autour de ces deux concepts avec à chaque fois un déchet à traiter. Le principe consiste à gazifier ce déchet, donc obtenir un gaz de synthèse. Pour ce faire, Europlasma a développé un produit qui s'appelle le turboplasma, qui est en fait un réacteur équipé d'une torche à plasma. Le réacteur plasma, c'est quoi? C'est un bidon en acier, chauffé en haut par un turboplasma, et donc on va faire du craquage thermique à haute température. Donc tout ça, ça veut dire qu'on va avoir des conditions très contraignantes dans cette enveloppe, et qu'il donc va falloir réfractoriser l'acier, le protéger par des matériaux réfractaires, avec des gaz qui sont chargés largement, on espère, en hydrogène et en monoxyde de carbone, donc des éléments qui sont un petit peu sensibles par rapport à la tenue des réfractaires dans le temps. Le jet de plasma, en moyenne, il est à 5000 degrés. Et donc les propriétés du plasma, les termes de viscosité, de diffusivité, tout ça, sont très spécifiques et différents de l'air chaud. Donc il faut avoir connaissance de tout ça pour pouvoir modéliser finement et appréhender les phénomènes. Une autre partie de mon activité est l'étude de matériaux provenant de sites industriels, comme celui-ci qui a été prélevé à Morsinx, ou celui-ci qui provient d'une aciérie. Et là, on va analyser ces échantillons, on va les découper pour ensuite faire des analyses par microscopie, par diffraction des rayons X et autres techniques, pour bien comprendre les réactions qui ont eu lieu à température et savoir pourquoi le matériau a autant souffert. Et quand on a bien compris les phénomènes, on essaie de recréer en laboratoire les conditions à la fois de température et d'environnement sévère, par exemple des laitiers qui pourraient corroder les matériaux, et on va donc faire chauffer les échantillons à la température comme dans le site industriel, et on va après couper et regarder ce qui se passe et analyser
toutes ces zones-là pour comparer avec ce qu'on a pu voir sur les échantillons provenant des sites. On démarre souvent par une étude de cas où il y a eu dégradation pour comprendre ce qui est à l'origine des dégradations et pouvoir le mettre dans l'outil de simulation. Et donc une fois qu'on a quand même suffisamment de faisceaux qui tendent à confirmer que c'est le bon scénario, là vraiment le premier objectif ça va être de faire une simulation, même simplifiée, pour voir si l'ensemble des hypothèses mis bout à bout, dans un modèle propre, reproduit effectivement les grandes lignes de la dégradation finale observée. Le laitier d'acierie, c'est un élément essentiel à la fabrication de l'acier. On le forme à haute température dans une grosse marmite qui s'appelle un convertisseur où on va transformer la fonte en acier. Et pendant ce processus, un certain nombre de minéraux vont être évacués de la fonte pour aller dans le laitier, comme par exemple le phosphore. Le laitier d'acierie sort de l'acierie à l'état liquide, il est versé dans de grandes fosses à ciel ouvert où il est refroidi et ensuite il est déroqueté, un peu comme dans une carrière, et on va transformer ce laitier en un granulat. Donc c'est un caillou qui va ensuite être utilisé pour faire des routes de campagne, pour faire des remblais. Afin de mieux valoriser le laitier d'acierie, on a défini avec l'équipe de Jacques Poirier le projet Lactaire qui consiste en une séparation des impuretés qu'on a dans le laitier, qu'on a forcément retirées au moment de l'élaboration, des matériaux et des minéraux qui sont intéressants pour nous, c'est-à-dire le fer, la chaux, la magnésie. C'est un projet de recherche ambitieux que l'on mène en collaboration avec notre centre de recherche Processus à Mézières-les-Messes ainsi qu'avec le site ArcelorMittal de Fos-sur-Mer. L'objectif ultime du projet Lactaire, c'est qu'il n'y ait plus une seule tonne de laitier qui ne soit pas valorisée pour son aspect chimique. D'un côté, on a ces minéraux intéressants pour nous, le fer, la chaux, la magnésie, mais de l'autre côté, on a également des minéraux qui sont très intéressants pour d'autres industries, telles que le ciment ou telles que les engrais. Par conséquent, avec le projet Lactaire, en arrivant à extraire et à séparer les minéraux les plus intéressants pour les uns et les autres, on peut voir la meilleure valorisation possible pour ces laitiers. L'un des grands enjeux du futur, c'est le développement durable et l'environnement. À notre niveau, nous essayons finalement d'y apporter des réponses, à la fois à travers nos activités de recherche, mais également à travers le transfert de notre technologie vis-à-vis des industriels, et puis à travers la formation et l'enseignement. Et finalement, ce qui est au cœur de cette activité, c'est bien la formation, la connaissance. Et donc, il est tout à fait fondamental que cette connaissance puisse être fournie et donnée aux étudiants, notamment à Polytech. C'est donc l'agglomération d'Orléans qui a eu à cœur d'implanter sur le campus universitaire d'Orléans un centre d'innovation de manière à pouvoir accompagner mieux les différents acteurs de l'innovation, mais aussi mieux gérer l'interface entre la recherche présente sur le campus et le monde économique. L'innovation est porteur de croissance. Et il faut absolument que les jeunes ingénieurs soient sensibilisés à ces notions-là et qu'ils comprennent bien ce qu'ils peuvent apporter en matière de technologie et de science à une entreprise qui aura pour vocation le développement économique et des créations d'emplois à l'appui. Pour le ramener à mon domaine des matériaux, il y a forcément des études à faire pour pallier toutes les contraintes. Les métiers scientifiques permettent cela et il y a donc toute cette notion de recherche et de développement et qui peut amener à des progrès et à créer de nouvelles choses. Le fait de faire l'enseignement, ça permet aussi de faire partager ce qu'on connaît. Surtout quand on enseigne en dernière année, là c'est intéressant, 5e année, où là je leur fais des travaux pratiques sur les céramiques, ils sont moins nombreux, c'est plus d'échanges. Je suis venue ici pour la mécanique énergétique, donc c'était une école généraliste et dans le domaine de la mécanique, donc je me suis dit pourquoi pas. Et par rapport aux cours qui m'ont été dispensés, j'ai pu m'orienter vers la spécialité matériaux et mécanique des structures. Il faut être ouvert et ne pas s'arrêter, ne pas se décourager. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de belles choses à découvrir dans le parcours scientifique.